Bonjour, je suis Fabrice Le Garec, leader en entreprise et co-créateur du programme Devenez leader. Au cours de ma carrière, j'ai fait de belles rencontres de personnes et leaders inspirants. Nous avons décidé de leur donner l'opportunité de partager leurs perspectives sur le leadership, une manière peut-être de confirmer ou challenger votre regard sur votre leadership. Plus qu'un simple échange, c'est un vrai zoom au cœur du leadership que nous vous proposons. Bonjour Sigrid. Bonjour Fabrice, comment vas-tu ? Très bien. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler à Becoming Leader de ton expérience de leadership. Donc voilà, j'ai un parcours un petit peu particulier. Donc j'ai commencé j'ai fait une formation en droit. J'ai fait d'ailleurs 5 ans de barreau. Puis j'ai été juriste en entreprise dans des multinationales. D'abord dans tout ce qui était chimie et pétrole, puisque c'était chez Shell en Italie. Et ensuite j'ai été juriste et puis responsable d'un service juridique chez UCB, donc dans l'industrie pharmaceutique, pour passer après chez GSK, donc qui est aussi toujours dans la pharmacie. Mais là j'étais compliance et risk management officer dans le business unit vaccin qui se trouve à Wavre. Et j'étais aussi membre du comité exécutif donc de ce business unit vaccin. Donc c'était ma première vraie expérience exécutive à un certain niveau, un niveau corporate en tout cas. Puis j'ai en 2015 fait la révolution dans le sens où j'ai décidé de mettre fin à ce parcours-là parce que j'avais envie d'aller dans une société plus petite où j'avais peut-être un peu plus d'impact direct, un peu plus de main dans le cambouis. Et donc j'ai pris une pause de 6 mois. Et un petit peu par hasard, j'ai rejoint, alors ça n'a rien à voir, mais une société qui fait des poignées de porte de luxe en laiton, une petite société de 30 personnes, de 3 millions de chiffre d'affaires, encore très artisanale, qui est basée à Bruxelles et qui s'appelle Vervloed, qui est une institution, qui est une vieille dame de 110 ans. Je suis restée là 2 ans et demi pour aider à réorganiser, restructurer, parce que c'est une société qui souffrait un petit peu de son âge et qui avait besoin d'être un peu transformée, et où pour la première fois j'étais vraiment confrontée en direct aussi à la gestion de personnel ouvrier, d'artisans. Donc ça j'ai fait pendant 2 ans et demi, et puis j'ai rejoint ensuite une société qui faisait de nouveau rien à voir, mais qui faisait de la dépollution des sols dans le monde entier, donc avec une méthode, avec une technologie de ce qu'on appelle la désorption thermique, donc qui consiste à dépolluer les sols sans les excaver, mais directement en chauffant le sol à haute température. Et là, je me suis retrouvée dans un environnement très différent avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge était de 34 ans. Donc, j'étais un peu une des papis-mamies pour gérer la boîte. J'étais dans ces 2 dernières sociétés, j'étais Chief Operation Officer, donc en charge vraiment de la gestion journalière, mais aussi de l'organisation, le développement de l'organisation, des ressources humaines, la partie financière, la partie supply chain. Et ça, c'est une mission qui s'est terminée récemment, entre autres liée au Covid. Et donc, je suis maintenant dans le processus de trouver la mission suivante, parce que j'aime bien cette variété aussi de challenge. Je suis quelqu'un qui est plutôt intéressé par tout ce qui est transformation, réorganisation, changement de culture, développement des organisations. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours, un petit peu bizarre. Tu apportes beaucoup de force en tous les cas à la réflexion, semble-t-il, puisque passer d'un début de carrière de juriste à un rôle de CEO dans la dépollution des sols, il y a tout un parcours et une richesse qui est indiscutable, notamment clairement de leadership. Oui, et en fait très tôt, quand j'ai commencé ma carrière comme juriste, je me suis dit est-ce que je vais faire ça toute ma vie ? Très vite aussi, je me rappellerai toujours d'un test de personnalité que j'avais fait qui démontrait que j'étais pas très bonne pour les détails, et ce qui n'est quand même pas top pour être un bon juriste techniquement parlant. Et très vite, je me suis sentie à l'aise dans une position de leadership, que ce soit par le fait de mener des projets, d'engager les gens, d'embarquer les équipes, de gérer les équipes. Donc, j'ai vite compris que je devais sortir d'un métier d'expert. Comment est-ce que tu définis quel leader es-tu ? Quel leader es-tu ? Comment, à ce stade de ta carrière, etc., comment tu t'analyses ? Je crois que je suis clairement un leader participatif.
D'abord parce que j'ai été un peu au début de ma carrière choquée par, à la fois admirative par rapport à leur science, etc., mais choquée par des leaders qui n'étaient pas du tout participatifs, très directifs. La génération précédente aussi, hein, donc parce qu'il faut mettre des choses dans leur place. C'était l'époque où on avait un chef, un maître, quelqu'un qui nous inspirait, qui quand on faisait du boulot, nous donnait la petite tape sur l'épaule, assez paternaliste, qu'on ne contestait pas, qu'on ne challengeait pas. Et très vite, je crois que j'ai un peu fondamentalement besoin aussi d'un peu d'indépendance, de pouvoir draver ma propre vie, etc. Et donc très vite, ce carcan m'a ennuyée, donc je ne pouvais pas rentrer dans ce modèle-là. Et quand je suis devenue responsable du service juridique chez UCB, enfin d'une partie du service juridique, j'ai très vite réalisé que j'avais certaines idées, mais qu'il fallait aller chercher les autres ailleurs et que je n'avais je n'étais qu'un cerveau et qu'on était beaucoup plus efficace et beaucoup plus riche et beaucoup plus créatif à plusieurs. Donc très vite, et je dirais que gérer une équipe de juristes qui sont par définition des individualistes puisque chacun travaille sur son dossier, c'était quand même assez nouveau. Mais je pense qu'en termes, on a travaillé beaucoup le knowledge management, enfin la gestion de la connaissance, le partage de la connaissance, des dossiers, le support de l'un et l'autre. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre que j'étais un manager participatif. Mais il m'a fallu du temps aussi pour trouver cette balance entre où est-ce que je mets le cadre et où est-ce que je laisse complète liberté, autonomie, et où est-ce que j'interviens, et j'ai envie de dire que c'est même pas encore fini. Je continue à évoluer par rapport à ça. Donc je me situe plus dans tout ce qui est management participatif, servant leadership comme on dit en anglais, où j'essaie de définir un cadre, j'essaie d'aider les gens à évoluer, à trouver eux-mêmes les solutions. Mais de temps en temps, je mets aussi un cadre où parfois il y a des périodes de crise, et là c'est tout le monde, on prend un petit peu plus l'aspect directif. Ouais. Mais la balance, c'est un travail continu. Tout à fait, c'est très, très bien expliqué. Et quand est-ce que tu as pris conscience de devenir un leader dans cette carrière et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle a été la difficulté? Alors, objectivement, je suis vraiment devenue leader dans le sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire diriger des projets et des équipes. C'était en 2005 quand le General Counsel de l'époque m'a proposé, un de mes collègues était parti, le responsable du service juridique basé à Bruxelles était parti et le General Counsel m'a dit je pense que tu peux le faire, je te fais confiance. Et en fait, c'est resté d'ailleurs un mentor pour moi, une espèce de père spirituel au niveau professionnel, parce qu'il m'a fait confiance, à la limite plus que moi, je me faisais confiance. Donc j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, même si je sentais que c'était quelque chose qui était là et qui était naturel et que je n'allais pas pouvoir rester juriste experte dans mon petit coin. Et donc, effectivement, au début, je me suis mis quand même énormément de pression, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et tout. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de mobiliser l'équipe, on a travaillé sur l'aspect collaboratif, revoir un certain nombre de process qui avaient pour but de leur faciliter la vie. On a vraiment travaillé beaucoup sur le partage de connaissances, sur la mise en place aussi de processus, par exemple, de gestion des contrats. Donc, mon rôle était évidemment de répartir le travail, de faire en sorte que chacun soit suffisamment, mais pas trop chargé, de gérer le développement des talents, mais alors mettre en place toute une série de process et d'outils pour leur faciliter la tâche. Mais c'est vrai qu'au départ, je suis pas partie avec un grand bain de confiance en moi. Je me suis mis la pression, mais petit à petit, j'ai construit j'ai essayé de commencer à trouver cet équilibre, donc participatif, directif parfois à certains moments. J'étais pas encore le leader dans le sens où c'est vrai que le General Counsel me donnait quand même un certain nombre d'instructions et de directives, mais je gérais quand même un département d'une 12aine de personnes. C'est l'étape suivante après quand je passais chez GSK où là j'étais vraiment en charge, même si j'étais dans un service global de compliance et de gestion de risque. Ouais. C'est là où j'ai vraiment pu définir la stratégie par rapport au business des vaccins. Et là où j'étais un peu plus maître à bord. Mais heureusement que j'ai eu cette première expérience de leader avec quand même un parrain au-dessus de moi, si je peux dire. Un parrain qui t'a laissé des libertés, qui t'a laissé explorer un petit peu. Oui, tout à fait. Jusqu'à un point où l'élève a commencé un peu à grandir et avoir ses propres opinions, etc. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que j'ai senti qu'il était temps que j'avais pu me développer, j'avais pu prendre de l'ampleur. Ouais.
et qu'à un moment donné, j'étais capable de passer à un niveau et qu'il a fallu un peu tuer le maître, si je peux me permettre l'expression, et donc de sortir et de faire autre chose. Alors, quel est le meilleur souvenir, qu'est-ce qui te reste, meilleur souvenir de leadership jusqu'à présent à partager? Alors, le moment où je serais vraiment le plus fort, où j'ai eu un énorme plaisir et un sentiment qui n'était pas à donner, c'est quand j'étais chez Vervloed. Quand je suis arrivée, donc il y avait une situation qui était un petit peu difficile et il fallait réorganiser complètement la production, donc l'atelier des artisans chez Vervloed. Donc on parlait à l'époque je sais plus, c'était une quinzaine, une vingtaine d'artisans, et j'avais identifié donc les besoins stratégiques et de réorganisation au niveau de Vervloed avec la propriétaire et présidente de la boîte à ce moment-là. Et j'avais défini la stratégie production, donc assez en termes d'amélioration de qualité, de réduction des coûts, d'un meilleur esprit d'équipe. Enfin, j'avais défini 4 axes. Donc j'avais joué mon rôle de leader, j'avais défini ça, c'est la direction. Voilà les axes. Et donc quand j'ai décidé d'abord j'ai dû un petit peu restructurer parce que financièrement on était obligé de le faire. Et puis j'ai décidé de faire un off-site, enfin une mise au vert avec les artisans. Donc il y avait moi, le chef d'atelier et les artisans. Et je leur ai dit voilà la situation de la société, voilà ce que je voudrais faire en production, mais je ne sais pas comment le faire. Donc vous allez me le dire. On va travailler ensemble pour déterminer comment on va le faire. Ce sont des artisans qui sont toujours en train de travailler de manière manuelle, qui n'ont jamais été mis en verre. On n'aura jamais demandé ce qu'il fallait faire. Ils m'ont un peu regardé, de dire mais avec quoi elle vient? Et en fait, pendant toute une journée, à l'extérieur de Bruxelles, etc. Alors j'avais évidemment préparé un petit peu, on a fait des petits workshops. J'avais demandé à certains que je voyais qu'il y avait un peu plus de leadership, un peu plus peut-être de drive. J'avais créé des petits groupes de travail. Et on a travaillé sur les différents axes. À la fin de la journée, on est arrivé avec toute une série d'idées, de recommandations, certaines qui, à la limite, moi, personnellement, par rapport à mes 4 stratégiques, ne servaient à rien, mais qui, pour eux, étaient très importants pour enlever des petits cailloux. On en avait parlé dans le passé, des petits cailloux dans les chaussures. Et donc, on a commencé à discuter d'un plan d'exécution. On a mis ça en place et tout. Et moi, à la fin de la journée, j'étais sur ma tête parce que je trouvais que c'était extraordinaire avec quoi ils étaient venus. J'étais quand même très contente d'avoir pu réussir à cadrer, mais en leur laissant pas mal d'autonomie dans ce cadre. Eux, ils étaient épuisés parce qu'on leur avait jamais demandé de travailler autant au niveau intellectuellement, alors que c'est des manuels. Et en fait, ça a aussi aidé à être complètement engagé après l'exécution. On a mis un cockpit en place, on se voyait toutes les semaines, on faisait, la météo, tu connais tous ces genres de techniques-là. Et ce que j'en ai retiré, donc, c'est vraiment l'efficacité de cette méthode. Et je vais dire que même après, quand je parle encore avec le chef d'atelier, j'ai gardé pour eux un respect énorme et ils ont gardé un respect et un alignement avec, un respect par rapport à moi parce que je leur avais donné cette possibilité. Donc ça, c'était, et alors que c'était avec des ouvriers, sachant que moi, j'avais toujours traité des juristes, des PhD, des gens par des diplômes, etc. Donc pour moi, ça a été une satisfaction et un plaisir incroyable. Et ce moment de vulnérabilité, parce que finalement tu te mets à nu, tu leur dis je sais pas faire. J'ai vraiment compris que, de manière générale, et peut-être que je vais un peu trop vite, mais que s'il y a bien une qualité qu'un leader doit apprendre, c'est la vulnérabilité. C'est la capacité de savoir dire ça, je ne sais pas. Je vois ça, je vois vers où on doit aller. Mais vous êtes plus à même, vous avez plus la connaissance du terrain, la compétence, l'expertise. Et donc, je me réfère à vous. Je vous donne la direction, mais je ne sais pas. Effectivement, alors à ce moment-là, je pense que j'avais suffisamment travaillé la vulnérabilité pour trouver ça relativement facile à faire. Mais c'est vrai que ça a été tout un chemin. Merci de ce témoignage. Alors, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, qui va plus que 200 à l'heure, avec des changements, avec des demandes de performance, avec du court terme, du long terme, compliqué d'être un leader dans le monde d'aujourd'hui. Quelles sont pour toi les qualités, les dimensions qui sont véritablement indispensables? Quand on pense à la génération qui arrive, qui seront les leaders de demain, à quoi tu penses? Alors la première chose qui me vient à l'idée, c'est l'écoute, qui n'était pas un given, qui n'était pas donné il y a 20-30 ans. Alors l'écoute de l'équipe, des besoins de l'équipe, de la façon dont ils travaillent, des difficultés qu'ils ont, des cailloux dans les chaussures, de leurs idées, de leur créativité.
mais aussi l'écoute de l'environnement, des clients. Alors, dans quelques situations qu'on se trouve, on a toujours des clients, même si on est un service, un département interne, de l'environnement plus global, de l'environnement presque macro aussi, d'aller voir un peu à l'extérieur, de faire du benchmark. Donc, je pense que, moi, j'ai toujours parti du principe que en fait, ma créativité, elle vient souvent des autres, et c'est en allant voir ailleurs et dans l'environnement que je capte en fait le plus de mes propres idées ou que je vois des pistes de direction. Ça, c'est la première chose, c'est la capacité d'écoute et pas tout de suite se dire « Oh, j'ai la solution » ou « Je sais comment faire ». Donc vraiment, je pense que c'est fondamental parce que le monde devient de plus en plus complexe et en fait, on en sait de moins en moins. C'est important d'être vraiment à l'écoute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'ai même envie de dire à l'intérieur-intérieur, c'est-à-dire notre intérieur personnel aussi. Un apprentissage que parfois j'ai payé un peu cher, mais voilà, donc je pense que c'est important, donc intérieur-extérieur et intérieur-intérieur. Deuxième, je pense que c'est important quand même d'avoir une vision, d'avoir... cette écoute, en fait, elle va donner en général une vision, une direction, un sens. Donc si je mets ça un peu, ça a l'air un peu mélangé, mais où est-ce qu'on va, pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on va et un petit peu comment on va y aller, même si le comment doit vraiment être travaillé avec les équipes. Le troisième chose, et je l'ai mentionné, c'est la vulnérabilité et l'authenticité. Ouais. Si on est authentique et si on peut éventuellement même admettre des erreurs ou admettre qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose ou qu'on a besoin des autres, on va se connecter beaucoup plus facilement aux autres. Mais franchement, moi, les fois où j'ai été le plus émue, c'est quand j'ai vu des leaders même de haut niveau. J'ai une ou deux histoires à raconter, mais peut-être dans un autre contexte, mais de leaders où je me suis dit waouh, ils ont admis qu'ils étaient en difficulté là devant parfois 500 personnes. Et je trouve que c'est assez admirable. Et du coup, en général, quand j'écoutais après ce qu'en disaient les gens, ils disaient tous waouh, t'as entendu, il était top, parce qu'il avait pu se connecter aux gens par leur vulnérabilité, authenticité. Ouais. Et alors le dernier point, c'est le développement des talents et et surtout de donner de l'autonomie aux gens parce qu'ils ont souvent beaucoup de bon sens et beaucoup de solutions et nous n'en avons que nous servons en tant que leader à développer ces talents et développer ces idées et pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc je crois beaucoup à l'autonomisation des gens dans un certain cadre qui peut être plus serré ou moins serré selon la situation, mais beaucoup de donner l'autonomie et de la responsabilité. C'est clair qu'avec ces 4 dimensions-là, voilà. L'écoute, création d'une vision, d'une forme de purpose, comme disent les Anglais, la vulnérabilité et puis le développement des talents, le rôle de leader devient non seulement passionnant, mais en plus il devient de plus en plus facile. Quand on arrive à mettre en place toutes ces choses, on arrive vraiment à faire que attirer le meilleur parti possible de tous ces gens qui travaillent dans les équipes et arriver à vraiment tirer l'ensemble vers bien mieux que ce qu'ils étaient précédemment. Ça, c'est aussi ton expérience quand tu as réussi à mettre ces choses-là, tu as eu des moments où tu t'es dit waouh, jamais j'imaginais cette équipe capable d'un tel niveau de performance ou de collaboration. Oui, moi j'ai vu donc chez Vervloet, on a fait quand même des choses vraiment très chouettes au niveau de la production, réorganisée, on a mis du 5N, du 5S, du Lean, etc. Ils étaient plus engagés, plus contents parce qu'ils avaient participé. Chez Amherst, on a mis en place une nouvelle stratégie, on a créé un centre de formation et moi j'avais dit, on avait nommé un project manager. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils avançaient tous seuls. Et à un moment donné, ma réaction a été de dire, mais j'ai pas été impliquée là-dedans. Puis je me suis dit, mais c'est super, quoi. Moi, je n'interviens que quand il faut, que quand ils ont besoin, et de temps en temps pour recadrer la stratégie. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, je suis un peu dans la génération où on a eu des modèles directifs autoritaires, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionne. Enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je suis dans le participatif. Et puis de temps en temps, on a un peu ces vieux réflexes de... Voilà. Mais donc, c'était assez marrant de voir qu'ils avaient, en fait, parce que je leur avais donné un cadre assez large, parce que j'étais intervenue pour les guider au niveau stratégie, mais ils avançaient tout seuls, quoi. Et ça fonctionnait bien. Tout à fait. La bonne méthode. Je te rejoins là-dessus. Je pense que, en tous les cas, en étant pleinement conscient de ces 4 axes-là, tu vas pouvoir être plus à même d'adapter ce cadre
en fonction de ce qui se présente à toi. Donc ça, c'est clair. Si tu devais maintenant regarder un petit peu en arrière, si tu pouvais recommencer certaines choses, qu'est-ce que tu aimerais faire différemment comme leader, plutôt différemment, tout simplement? Deux choses. Enfin, il y a eu des moments où, par exemple, j'ai pas été autant à l'écoute et parce que j'étais occupée par autre chose qui était plus difficile à vivre pour moi et donc je peux admettre, je crois que je me suis plantée à un moment donné avec une équipe parce que j'étais pas assez à l'écoute. C'est pour ça que j'insiste sur l'aspect de l'écoute. Bien sûr. Parce que j'étais toute concentrée, focalisée sur un problème que je devais régler, qui était difficile et qui me mettait sous une tension assez forte. Et j'ai pas été assez à l'écoute de l'équipe. Donc ça, si je pouvais refaire cet épisode-là, voilà, un épisode. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, j'ai appris de ça aussi. Et ça a demandé tout un travail de mise à nu, vraiment où j'ai dû reconnaître que j'avais fait des erreurs, où j'ai dû me questionner fondamentalement. J'aimerais parfois avoir moins le syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est aussi lié à ma formation qui était au départ très technique et on devenait devenir des experts. On était devant des maîtres, des avocats ou des professeurs d'UNIF très experts et tout. Et moi, j'étais un peu en décalage parce que je me sentais pas, j'avais pas tellement envie d'être un expert. Donc, j'ai toujours un peu emmené avec moi cette espèce de syndrome de l'imposteur qui est de me dire, est-ce que je vais être capable? Puis après, j'ai aussi un côté courage et donc j'y vais, j'apprends, je vais chercher les outils, je vais chercher les gens, etc. Mais si je pouvais ou si j'avais pu beaucoup plus tôt me débarrasser de ce premier réflexe, ça aurait rendu ma vie un peu plus facile. Et en fait, je pense qu'il est beaucoup plus important de savoir ce qu'on ne sait pas plutôt que de savoir ce qu'on sait. Absolument. Quelle belle conclusion. Je pense que c'est vraiment un témoignage vraiment très fort que tu nous as donné là et je te remercie beaucoup pour ça. Merci à toi ça fait du bien aussi de voir le chemin parcouru quand même. Donc, oui, voilà.